Natacha Pernac, donc, est maître de conférence en histoire de l'art moderne à l'université de Paris-Nanterre. Elle consacre ses recherches à la Renaissance italienne, à l'histoire des représentations du corps et aux questions d'auto-représentation picturale, avec Barrède. Quel est le prénom de Barrède ? Robert Barrède. Robert Barrède, la peinture représentée chez Azan en 2013. Parallèlement, elle travaille sur les interactions artistiques et notamment les croisements entre histoire de l'art et cinéma, avec un ouvrage collectif qui s'appelle Muséoscopie, fiction du musée au cinéma. C'est paru aux presses universitaires de Nanterre en 2018. En tant que directrice des études à l'école du Louvre entre 2016 et 2020 et coordinatrice de formation à la conservation du patrimoine, elle s'est engagée dans le champ de la muséologie et s'intéresse à la diffusion culturelle. Elle est co-auteure du Becherel de l'histoire de l'art, précieux manuel, dirais-je, d'histoire de l'art, paru chez Hachette en 2015. Merci beaucoup, Monsieur Bray, de cette très aimable introduction. Et je voulais dire aussi tout mon plaisir à être à Marseille aujourd'hui pour évoquer ces sujets, puisque c'est d'ici que j'ai appris mes premières étapes, et aussi grâce à vos conférences, je suis très heureuse aussi de parler avant Monsieur Jobert ce matin, puisque tout ça a été dans mon parcours de formation d'historienne de l'art. Alors, je vous parlerai aujourd'hui donc de cette question peut-être mal intitulée, Nouvelle médiation de l'histoire de l'art, pour évoquer ce champ qui s'ouvre à nous, celui du numérique en particulier, mais pas seulement. À l'heure où la diffusion des images a été bouleversée, et en un sens facilitée par l'outil numérique, leur accessibilité, on l'a vu hier, est de plus en plus complexe, et la compréhension de ces œuvres, notamment lorsqu'elles appartiennent à un temps révolu, et je suis moderniste pour ma part, se pose avec une acuité paradoxale. On le sait, on l'a dit hier, les écueils de cette formation en histoire de l'art, de cet apprentissage de l'histoire de l'art sont bien connus. Éloignement des publics d'une culture classique, mauvaise connaissance ou méconnaissance des contextes religieux, profusion numérique aussi qui fait oublier la dimension matérielle de l'art et qui entame souvent la capacité de concentration et d'observation face à l'image. Et aussi évolution bien sûr des modes de réception et de consommation des œuvres, que ce soit au musée ou dans la vie courante. La médiation des images connaît aujourd'hui donc une révolution fondamentale. Comment pouvons-nous désormais donner des clés de déchiffrement de l'image, de l'œuvre? Comment la replacer dans son contexte de production, dans ses contextes d'exposition, de réception successive qu'évoquait tout à l'heure mon collègue? Comment transmettre l'idée de ses pouvoirs actifs, qu'il s'agisse d'un tableau de dévotion, d'un buste, de propagande? Et comment réactiver cette histoire de l'art? Comment faire du visiteur, du musée, du curieux, de l'étudiant, un spectateur actif capable de goûter le plaisir de l'image et ses complexités? Ce sont les questions auxquelles nous avons tous les jours, enseignants en histoire de l'art, enseignants-chercheurs en histoire de l'art, l'occasion de réfléchir. Et je vais essayer de m'interroger avec vous sur les nouveaux outils dont nous pouvons disposer, nouveaux peut-être pas pour tout le monde, en tout cas pour l'historienne de l'art que je suis. Et il me semble qu'il y a là des enjeux très forts pour notre discipline et pour notre pratique professionnelle. Mon point de vue, vous l'aurez compris, est celui d'une historienne de l'art, donc moderniste, universitaire, ayant exercé dans des contextes très variés. Je me suis à la fois beaucoup reconnue dans une certaine pratique qu'évoquait Émilie Beck-Sayello hier. J'enseigne à Nanterre, qui est une université de banlieue, même si c'est une université proche de Paris et qui a une équipe active. Et également
souvent à l'école du Louvre, qui est encore un autre contexte, plus proche des musées, au cœur du beau que tu évoquais hier, Émilie, et puis dans d'autres contextes. Et je ne suis pas non plus une spécialiste de la médiation, ni du numérique, ni des politiques culturelles, mais je voudrais vous faire part des interrogations de l'universitaire qui portent sur les évolutions en cours et sur le futur de ces pratiques pédagogiques. C'est pour ça que je n'évoquerai pas le petit ouvrage que j'ai commis avec quelques collègues sur le Becherel, la chronologie de l'histoire de l'art. Je vous livre plutôt quelques réflexions qui sont assez simples finalement sur ces évolutions qui nous touchent, qui nous bouleversent souvent. Alors, ce sera plutôt donc un rapport d'étonnement, parfois d'émerveillement, parfois aussi un rapport critique face à ces nouveaux instruments, face à ces nouveaux usages. Si Émilie hier évoquait cette question presque de lost in translation face à une culture différente, à des difficultés d'expression, une distance culturelle de notre public étudiant, moi je me ferai un petit peu la voix de ce lost in translation côté numérique. Et je partirai d'abord sur quelques constats simples pour rappeler le contexte. Nous avons connu ces dernières années, j'ai commencé à enseigner peut-être en 2001, je crois, à Marseille, sous la forme de médiation pour des visites guidées. Donc ça fait déjà un petit moment que j'enseigne. Nous avons connu de très fortes évolutions. La première, sans doute, puisque c'est le thème du colloque, pour tous, l'histoire de l'art pour tous, c'est celle des publics, évidemment. J'ai pris ici quelques images de la Grande Galerie du Louvre, que je n'aurai pas le temps de commencer en détail, mais pour rappeler que d'abord ce phénomène de l'évolution des publics est un phénomène long. Depuis la création du muséum en 1793, qui accueillait aussi les artistes, et avant tout les artistes, en passant par le salon en 1847, où on voit ce public bourgeois qui commence à arriver dans le musée, en 1947, où on va retrouver des sportifs qui arrivent aussi parmi d'autres, on voit une fréquentation populaire plus forte, jusqu'à ce phénomène d'hyper-fréquentation que l'on retrouvait avant la crise sanitaire. Et j'ai pris également cette image qui a beaucoup fait parler de ce couple de grands artistes populaires internationaux, Jay-Z et Beyoncé, qui étaient à la fois de leur part une forme de réappropriation d'un lieu, d'un emblème de la culture pour des artistes afro-américains, friands de ce mystère de l'art peut-être, et en même temps pour le Louvre une forme de campagne, si l'on peut dire, d'ouverture et pour aller chercher de nouveaux publics. Donc une évolution à l'échelle simplement de ces quelques images, échelle aussi qu'il faut sans doute décentrer encore davantage, puisque aujourd'hui le public, on évoquait aussi hier les aristocrates du Grand Tour, il y avait toute cette question de ces grandes évolutions, mais c'est aussi à l'échelle internationale des circulations en tous sens. Ces touristes chinois au musée de l'Ermitage, alors la photographie prend aujourd'hui un sens particulier, avec ces rencontres, ou en tout cas ces contacts culturels, parfois à très grande distance, mais aussi parfois des rencontres beaucoup plus intimes d'un public, si j'ose dire, international, mais spécialiste et proche de cette culture. J'ai pris ces quelques images parce qu'elles nous font réfléchir, à défaut de pouvoir en livrer ici une analyse complète. Et puis c'est aussi l'enjeu pour la suite, je pense, toujours cette extension des publics, de l'intégration des publics locaux dans les échelles internationales où peut-être la fréquentation et la notion même de musée n'est pas la même que la nôtre. Là, j'avais pris ici l'exemple d'un jeune garçon thaïlandais visitant pour la première fois le musée consacré à sa propre tribu, les Laos,
et ça, ce sont les nouveaux publics aussi, dont on parle beaucoup. On a parlé beaucoup de l'accessibilité aux jeunes populations africaines, des collections africaines présentes en France ou en Occident, mais ce sont là des enjeux qui dépassent encore cette échelle. Et puis j'avais pris également aussi cet exemple, puisqu'on revient toujours au Louvre, de cette sorte d'extension que permet aussi la mondialisation aujourd'hui, la globalisation, avec ce jeune homme que j'avais rencontré au Caire en 2018 et dont le t-shirt m'avait beaucoup surpris, I am not a poser, avec la Joconde, qui me semblait bien éloigné pourtant de son quotidien. Donc phénomène très long, très ancien, de l'élargissement, de l'évolution des publics, et puis aussi révolution surtout de nos outils. Révolution d'abord de nos supports d'études. Nous sommes passés de l'ère, d'abord peut-être que j'ai connu, du transparent projeté à celui de la diapositive, et ensuite, comme ici, à celui du diaporama, PowerPoint, en salle, avec une définition gagnée, mais aussi aujourd'hui au dépôt en ligne de nos images sur des plateformes pédagogiques qui nous ennuient souvent parce que ça prend beaucoup de temps. Donc évolution très forte de nos outils, évolution aussi spatiale de notre contexte d'apprentissage. On est passé de cet amphithéâtre clos à des environnements numériques de travail, à l'écran du smartphone, à la salle emplie d'un flux d'informations virtuelles, même si la salle est encore réelle. Des évolutions très fortes qui se sont marquées aussi dans les outils pédagogiques dont disposent les étudiants. La bibliothèque s'est vue presque aujourd'hui doublée, redoublée par son avatar numérique, les bibliothèques en ligne, mais aussi l'extension via Internet par le formulaire de recherche Google. Donc ce sont là des évolutions que nous connaissons tous, je crois, mais qu'on formule peut-être pas suffisamment comme étant des bouleversements tout à fait fondamentaux. Et le face-à-face de l'étudiant et de l'enseignant s'est trouvé ces dernières années complètement métamorphosé en une série de possibilités, le présentiel, le distanciel, le mode hybride qui sont arrivés dans nos vies et qui ont reconfiguré complètement les espaces d'apprentissage. La crise sanitaire a favorisé leur émergence, ou l'a accéléré du moins, tout en soulignant les limites aussi, les conséquences sociales et psychologiques de ces nouvelles modalités d'apprentissage. Mais il en reste que nous sommes dans un espace d'apprentissage de l'histoire de l'art de plus en plus mouvant, où s'est invité finalement dans le temple feutré de l'université, si on peut dire ça comme ça, où autrefois on avait à redouter les bavardages de rangées, qu'on regrette finalement presque aujourd'hui, et désormais nous avons affaire à la présence vibrillonnante des réseaux sociaux et d'une certaine forme d'addiction à la compulsion numérique. Je crois que nous regardons notre téléphone portable en moyenne 260 fois par jour, selon certaines études. Donc ce sont des éléments qui sont arrivés dans nos amphithéâtres et au-delà dans ce contexte d'échange pédagogique. Ont évolué aussi également en conséquence les supports d'observation et de mémorisation pour les étudiants lorsqu'ils allaient réviser tout simplement les cours. Nous allions autrefois rechercher patiemment en bibliothèque les images qu'on nous projetait. Aujourd'hui, et c'était aussi un facteur de rencontre fortuite avec d'autres images dans des livres. Et aujourd'hui, nos étudiants s'attachent ou pas, souvent, aux diaporamas qui sont mis à disposition gracieusement, si j'ose dire, sur les plateformes pédagogiques. Tout ça change beaucoup, ce rapport à l'image. Sans parler des supports de notes, de réflexion, qui connaissent les avatars les plus inventifs. On connaissait la page, on connaît maintenant les copier-coller des fichiers, on connaît le stylet numérique, le bloc-notes sur votre téléphone portable. Et ça, je le dis parce que c'est vraiment notre quotidien, avec des principes aujourd'hui d'archivage de ces notes qui restent, pour moi en tout cas, souvent mystérieux. Que fait-on des notes du portable, etc.
Nous connaissons donc tous et expérimentons ces évolutions, nous nous y adaptons autant que faire se peut, nous les redoutons, nous nous en plaignons souvent, et nous sommes conscients de cette nouvelle concurrence et des dangers aussi d'une non-hiérarchisation des sources ou d'une non-réflexion sur les sources que nous employons en tant qu'historiens de l'art, en apprentissage ou autre. Nous essayons de sensibiliser les étudiants, qu'ils soient en histoire de l'art ou pas, à cette question du sourçage des informations qu'ils vont glaner sur Internet, en les sensibilisant aussi à la question des usages, bons ou mauvais, de l'Internet collaboratif. Nadège Neridajan a évoqué hier Wikipédia, je la rejoins assez, à la fois des potentialités magnifiques, et puis en même temps avec tout ce que ça peut comporter aussi de dangers. Et finalement, ces interrogations qui portent sur toutes les pédagogies, elles sont particulièrement, je crois, importantes dans notre champ de l'histoire de l'art. Elles prennent en tout cas une dimension particulière parce que nous nous interrogeons dans notre discipline sur le qui a fait, sur qui est l'auteur, d'où proviennent ces images, d'où proviennent ces textes. Donc ce sont des interrogations fortes pour la création artistique qui ressurgissent en un sens dans nos réflexions. Nous avons aussi tenté, et nous tentons toujours, d'encourager à la lecture, et on sait que les usages d'Internet ont eu tendance à baisser la lecture papier, malheureusement, mais en même temps, il faut sans doute l'appréhender. Nous essayons aussi d'apprendre à maîtriser ce temps de consultation numérique à nos étudiants, et nous essayons surtout de lutter contre une forme de dématérialisation que tu évoquais hier, toujours, en engageant les étudiants à retourner voir les œuvres, voir les sites. Parallèlement à ces phénomènes, on le sait, le statut de l'image a énormément évolué. C'était déjà le propos de Walter Benjamin en 1935, mais nous sommes aujourd'hui rentrés dans l'ère nouvelle d'une culture des écrans, présent dans toutes les composantes de notre vie. L'image et plus largement les œuvres sont devenues disponibles grâce à leurs avatars numériques dans un flux toujours plus rapide. L'image numérique et la représentation de l'œuvre, mais elle n'est pas toujours perçue forcément comme telle, comme une représentation. Elle devient aussi souvent, dans l'esprit des publics, un objet en soi, un objet autonome en soi, un objet qui peut être paré d'ailleurs de qualité esthétique. On voit des jeunes gens prendre des photos de dispositifs numériques, d'images numériques. Donc tout ça bouleverse beaucoup notre rapport à l'image. Et puis il y a évidemment ce défilement, ce zapping, cette saturation de notre espace visuel, cette accélération du temps, qui conduit à un phénomène de fragmentation de l'attention, puisque, on le sait, ces interruptions sont en un sens contraire à la contemplation, à l'analyse, à l'immersion dans l'œuvre, au déchiffrement des images. L'aura de l'œuvre s'est transformée au fil du temps, et je voulais montrer cette image que je trouve, enfin ces trois images, alors prises en partie à Dresde à des temps différents, et puis au musée des Offices. L'œuvre désormais du musée est devenue diffusable en un clic, démultipliable, instagrammable. Elle est captation, prise photographique, mais elle se substitue souvent au regard d'observation. Et c'est ce que l'on voit, je crois, dans l'image centrale. Il y a l'écran entre nous et l'œuvre qui vient et qui nous embête parfois. J'avoue que c'est très pénible aujourd'hui de pouvoir regarder une œuvre parce qu'il y a tout autour des gens qui sont en train de la capter numériquement. Alors, on peut s'interroger, évidemment, Émilie le faisait hier, sur cette question du selfie aussi, le selfie au musée, avec les pistes que tu évoquais tout à fait intéressantes. Le selfie au musée, c'est aussi un moyen d'appropriation de l'œuvre dans un autre sens. C'est une manière de dire, un peu à la manière de Van Eyck, j'y suis, j'y ai été, et de partager ensuite cette expérience, de personnaliser en un sens le souvenir. C'est un autre type de familiarité, sans doute plus affectif que réflexif, mais je crois que tout ceci bouleverse beaucoup notre rapport aux images. Et on le voit de manière tout à fait fondamentale, et
notre rapport aussi à l'œuvre réelle, et se pose de manière particulièrement précise la question de cette complémentarité ou de cette concurrence de l'œuvre numérique ou de cet avatar numérique par rapport à l'œuvre réelle. Il y a eu des travaux très intéressants d'une psychologue américaine, Linda Eckel, de l'université de Fairfield, qui a étudié le lien entre image et mémoire et qui s'est intéressée à des groupes d'étudiants photographiant les œuvres dans les musées. Et elle a démontré que la mémoire de l'objet est altérée lorsque finalement on prend l'objet en photo dans son entier, d'autant plus qu'ensuite on va rarement regarder les clichés, alors que au contraire le zoom, la photographie de zoom permet de mieux se souvenir. Donc on le voit finalement, le travail de notre mémoire est comme transféré vers un appareil de stockage externe qui est celui de l'appareil photographique. On en conclut assez aisément que l'œuvre et son image sont à la fois encore plus présentes que jamais, mais aussi tout à fait lointaines. Alors, avons-nous pris la mesure complète de ces évolutions en tant qu'enseignants-chercheurs en histoire de l'art? Évidemment, ces derniers temps, nous avons été pris dans le fatras des interfaces, des problématiques techniques, du différé du cours, parfois enregistré, et sans doute nous manquons encore d'éléments d'appréciation sur ces modalités d'appropriation des œuvres et des contenus pédagogiques par nos étudiants en histoire de l'art. Comment prennent-ils des notes? Sur quel support? Avec quelle lecture de l'image? Quel regard? Quel filtre de lecture? Quel partage? Chez soi, dans l'amphi, dans les transports, dans les musées, dans les sites. Et moi, j'avoue être encore passablement étonnée de voir ces étudiants qui prennent des notes numériques, parfois sur l'écran, où ils regardent le professeur à distance en ayant à côté l'image de l'œuvre. Ça fait partie de ces choses qui sont d'un grand mystère, sans doute. On se dit bien qu'ils ne peuvent pas, ou alors qu'ils sont dotés de cerveaux qui sont en train d'évoluer, de muter particulièrement. Mais on voit aussi, et je vous le livre parce que ça fait partie de ces curiosités que j'ai vécues, dans la salle de cours des étudiants, nous prenons nous en photo devant l'œuvre et intercalant ces images photographiques dans des prises de notes numériques. Voilà. Je vous livre ça parce que c'est aussi le quotidien de ce que nous pouvons voir. Les études sur ces nouvelles pratiques manquent à ma connaissance et sont complexes à mener parce que ce n'est pas seulement des enquêtes sociologiques de questionnaires classiques, mais ça demande aussi l'analyse des big data, de ces circulations Internet. Et il nous faut sans doute approfondir cette réflexion sur les modes de consommation, d'usage, d'apprentissage de nos étudiants. Ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, je n'en ai pas de toute façon les outils. Face à ces évolutions numériques, dans le champ de l'enseignement et de l'histoire de l'art, des adaptations, des mesures compensatoires ont été prises. Il y en a des très radicales, interdire les écrans pendant les cours, ou interdire la diffusion ou ne pas mettre en ligne ses propres PowerPoint, ce qui est difficile à tenir puisqu'on est de plus en plus sollicité pour cela. On a essayé aussi de prendre en compte certains éléments, par exemple pour s'adapter au temps de concentration des publics, en faisant des séquences pédagogiques plus courtes, en variant les images, en variant les activités, évidemment en faisant tous les usages possibles de la pédagogie inversée, en essayant de renforcer les interactions avec ce public dont l'attention nous échappe parfois trop vite. Et on a aussi essayé de limiter la concurrence des sollicitations d'images en les enjoignant à retourner devant les œuvres. Ça, c'est sans doute un des grands luxes de l'historienne de l'art que je suis, de pouvoir mener des étudiants, là en l'occurrence à Venise, et on sait que ce type d'immersion, c'est sans doute le moment où les choses passent le plus. Ce sont des exposés que font les étudiants devant les œuvres. On a passé une après-midi entière dans une église merveilleuse de Venise qui est San Zanipolo pour voir les tombeaux des doges, et c'est sans doute encore ce à quoi nous pouvons nous rattacher le plus, avec le plus de joie, et c'est ce que tu évoquais hier aussi, Émilie.
Mais aussi, on a tenté de les inviter à aller revoir les textes de la discipline, et ça c'est une problématique difficile. Et aussi, tu évoquais hier cette question de cette nouvelle ère des écrans, de prendre à rebours ces pratiques, de prendre la question du selfie comme un point de départ pour réfléchir sur l'autoportrait et ses statuts, d'essayer de réduire finalement la distance. On s'attache parfois au quotidien et on essaie de le faire de plus en plus à partir des affiches électorales, d'aller expliquer l'histoire du portrait, est-ce qu'on peut en retirer. J'avais été envoyée dans un lycée de Nanterre, complexe, où la professeure m'avait dit « Oh là là, on va les diviser en deux parce que sinon vous n'allez pas y arriver ». On nous avait demandé de faire quelque chose sur les portraits au siècle d'or. Donc j'ai tout de suite laissé tomber mon PowerPoint et il a fallu bien inventer quelque chose en rattachant à ce quotidien que les étudiants, que les élèves connaissent un tout petit peu mieux. Et puis, on a essayé aussi de tirer bénéfice des ressources d'Internet, des ressources partagées, en essayant d'utiliser le meilleur, et il y en a sur Internet, des séquences vidéo sur, par exemple, la restauration, des commentaires que peuvent faire aujourd'hui les conservateurs de musées sur leurs vidéos, leur site Internet. Voilà, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste beaucoup à faire, à observer, à inventer. Je crois d'abord qu'il y a des choses qui seraient tout à fait simples, par exemple créer ou élargir en tout cas une vraie bibliothèque numérique avec des ouvrages fondamentaux de l'histoire de l'art. C'est quelque chose que le monde anglo-saxon fait beaucoup plus facilement. La France a du retard dans ce champ. On a essayé, on avait réfléchi avec Olivier Bonfeu au sein d'APAO à mettre en ligne, et surtout au moment de la crise sanitaire. Ça a été un grand échec. Pourquoi ? Parce que concrètement, on s'est très vite auto-censuré. On avait dit 100 ouvrages de l'histoire de l'art. On s'est dit, il n'y aura jamais les budgets, ce qui est une erreur, à mon avis. On aurait dû y aller. Après, se poser la question de quels ouvrages. Et on voit aussi une forme de réticence des historiens de l'art, parce que certains se sont dit, mais alors comment ça ? Sur ces plateformes américaines, il y a des ouvrages qui sont mis en ligne alors que l'auteur n'a pas donné son accord, etc. Donc, il y a toutes ces problématiques à résoudre, mais c'est sans doute quelque chose de particulièrement important. Il faut aussi, à mon avis, renforcer les apprentissages numériques disciplinaires de nos étudiants en histoire de l'art. Ils passent des certifications informatiques, mais il y a vraiment des spécificités dans nos champs, la recherche iconographique, la recherche documentaire, la recherche d'analogie, par exemple, qui doit arriver de plus en plus tôt parce qu'ils nous dépassent souvent et que ces problématiques se posent finalement très tôt. C'est un chantier auquel j'ai essayé de m'atteler à l'école du Louvre il faut vraiment qu'on arrive à progresser sur tout ça en faisant aussi de ces étudiants des publics actifs et des acteurs de ces finalement outils numériques. Ça, c'est à mon sens tout à fait fondamental pour qu'ils comprennent et qu'ils s'approprient tout ça. Ça nécessiterait, et je crois aussi, de tout simplement lancer des campagnes de recrutement, je le redirai au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, pour des enseignants en histoire de l'art qui soient spécialistes des humanités numériques également. Et aussi, sans doute, pour un autre poste qui est très important, le poste d'ingénieur pédagogique. Nous avons perdu des techniciens qui s'occupaient des projections, mais nous avons besoin de conseillers pédagogiques ou en tout cas de personnes qui soient capables techniquement de proposer, de discuter des solutions. Je crois qu'il faut aussi inventer une nouvelle formation des universitaires à cet apprentissage numérique en histoire de l'art. Et à mon sens, il y a des choses qui existent, mais qui sont très en deçà de ce qu'on pourrait souhaiter, parce qu'il faut d'abord, je crois, attacher tout ça à des études scientifiques, à des recherches dans ce champ. Nous avons besoin, et c'était le cas, alors j'ai pas l'image ici, de réfléchir ensemble à tous ces changements et à toutes ces opportunités. L'IRIS à Lille, à l'université de Lille, a créé un centre de recherche qui s'intéresse à la question des visual studies ces dernières années. J'ai regardé, c'est un champ tout à fait intéressant et leur programme est tout à fait marquant.
sur les fondements historiques, culturels, cognitifs, technologiques et économiques de la production, de la réception et des usages des contenus visuels et des dispositifs de visualisation. Mais je crois qu'il y a besoin d'avoir aussi un volet pédagogique dans ce chantier, peut-être à développer avec l'IRIS. Et nous avons besoin de réfléchir ensemble, historiens de l'art universitaire, musées, chercheurs en sciences du numérique et de l'information, en sociologie, en sciences de l'éducation, à ces problématiques. Ma génération, sans doute, a un rôle à jouer, puisque nous sommes les derniers à avoir connu un certain nombre d'anciens systèmes, mais les jeunes aussi, les jeunes professeurs auront aussi à accompagner ce mouvement. Et notre métier a changé de manière fulgurante. Je vois que le temps passe très très vite, je n'aurai absolument pas le temps de vous dire tout ce que je voulais dire, mais il faut prendre cette opportunité de ce temps, puisque on est à un temps où pourrait se poser une forme d'écart entre l'illettrisme des étudiants d'un côté et l'électronisme des enseignants de l'autre. C'est un peu caricatural, mais je crois qu'il y a aussi cette question de notre métier à repenser dans ce cadre d'évolution globale de l'usage des images. Et je crois aussi dans le modèle traditionnel de l'apprentissage en classe du professeur devant les étudiants. C'est achevé, je crois. C'est à la fois un modèle qu'on va continuer encore quelques temps à tenir, bien sûr, mais pour travailler dans une université qui propose de plus en plus de formations à distance, natives, pas par défaut, je crois que on va vers une hybridation, en fait, des modalités pédagogiques. En présence, à distance, dans les publics aussi. On a de plus en plus de publics qui sont à distance, et ça, c'est merveilleux parce que cette année, par exemple, j'ai participé à la création d'un diplôme. Nous avions toute l'année des gens qui étaient évidemment en France, mais aussi en Allemagne, en Israël, au Cameroun, au Gabon. Voilà, je crois que ce sont aussi des potentialités intéressantes. Je crois qu'il y a de fait beaucoup de nouvelles réflexions à avoir sur tous ces supports, évidemment le cours présentiel, les vidéos enregistrées, les podcasts, les PowerPoint annotés, les documents de travail partagés, etc. C'est un sujet particulièrement important pour notre discipline qui place au cœur les images et les objets, et je dois dire que on est un petit peu ébranlé par ces expérimentations et par ces évolutions. Alors, pour nous aider à penser ces évolutions nécessaires, je pense qu'il est utile de se tourner vers l'introduction du numérique au musée. Je le fais d'une manière assez naïve, sachant qu'il y a dans notre salle des archéologues, des spécialistes de l'image, du point de vue de la production, de la réalisation documentaire. Mais je crois que nous avons intérêt à regarder de près ce qui est proposé, parce que ce numérique peut nous aider aussi, paradoxalement, à combler une des difficultés majeures, qui est celle de l'éloignement culturel, parce qu'il peut permettre de recontextualiser, et c'est à mon sens un élément tout à fait essentiel, et puis qu'il a la capacité aussi à introduire des propositions individualisées d'exploration. Alors, les outils que je vais évoquer très très rapidement sont finalement des outils qui sont utilisés dans le musée, mais le musée aussi a éclaté dans ses murs. On le sait, tout ça, ce sont des propositions qui aujourd'hui pourraient se faire, ou vont se faire, ou se font parfois déjà, à domicile, dans la salle de classe, etc. Donc il y a beaucoup de mouvements dans ce champ. Alors, quelques éléments que nous permet aujourd'hui le numérique. Eh bien, le numérique nous permet de proposer finalement de nouvelles formes de visualisation des œuvres, c'est une lapalissade, mais de mieux visualiser les œuvres et de mieux manipuler les objets. C'est pas évident pour l'image, la représentation de peinture, par exemple, mais ça l'est en revanche pour la sculpture. Je crois que aujourd'hui, quand on voit ces images 3D, eh bien, pour expliquer l'histoire de la sculpture maniériste, pour expliquer ou analyser la colonne Trajane, on a des choses qui sont tout à fait intéressantes à exploiter. C'est ce qu'essaie d'ailleurs de faire une collègue de l'université de Tours, historienne de l'art, Marion Boudon-Machuel, avec d'autres collègues informaticiens sur les sculptures 3D de sa région, Centre-Val de Loire, en se disant que ces nouveaux outils numériques, objets 3D, interfaces immersives, etc., peuvent aider à la fois l'enseignant et le chercheur, et l'étudiant également, de manière tout à fait notable.
On a aussi des nouvelles possibilités de visualisation, non seulement des images et des œuvres, mais des connaissances et de la mise en perspective des savoirs. Le cartel numérique, la table numérique, permettent de proposer de nouveaux contenus. Je n'ai pas le temps d'évoquer toutes ces possibilités, mais évidemment, c'est à la fois un écran supplémentaire, mais c'est un écran qui peut enrichir et ne pas être seulement un obstacle à l'appréciation de l'œuvre. Tout dépend des temps qu'on lui attribue. Il permet aussi, là je crois de manière autonome, de proposer des possibilités à la fois de plurilinguisme, de niveaux de narration différents qui sont tout à fait intéressants et d'élargir finalement les possibilités d'exploration des œuvres. On a vu aussi quelques outils que je trouve formidables, ça je pense que certains d'entre vous les connaissent très bien, mais malheureusement on n'a pas, en tant qu'historien de l'art, complètement la maîtrise de ce type de production pédagogique. Je le dis parce que j'aimerais beaucoup que ce soit le cas, parce que je trouve ça particulièrement intéressant pour, par exemple, évoquer la technique de fabrication des objets, par exemple ici le verre au Moyen-Âge. Moi, je suis incapable de faire mieux. Alors, c'est une vidéo, hein, j'ai fait simplement des captations parce que j'allais pas vous montrer toutes ces vidéos, mais je suis incapable de faire mieux. Donc, je crois que ces choses-là vont s'introduire de plus en plus dans notre quotidien d'enseignement. Même chose pour les chronologies et les géographies évolutives par le biais de l'animation numérique. Je parle devant M. Jaubert qui connaît ça par cœur et d'autres, mais je crois que ce sont des outils tout à fait importants qui sont aujourd'hui à disposition de nous en tant qu'enseignants historiens avant d'être historien de l'art, puisqu'il faut recontextualiser. Voilà, je crois que ce sont des choses tout à fait importantes. Et puis, il y a également les outils aujourd'hui de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. La réalité augmentée, pour ceux qui ne connaissent pas très bien ces dispositifs, ce sont tout ce qui peut s'ajouter en tant qu'écran, en tant qu'outil, je dirais, autour de nous, mais dans un environnement réel, alors que la réalité virtuelle est un univers qui est recréé par le biais à la fois d'un casque et parfois d'autres éléments, que ce soit des gants haptiques ou d'autres expériences sonores, dans lequel on est complètement immergé, complètement plongé à 360 degrés. Vous en avez fait parfois l'expérience récemment. Alors, ce sont des choses merveilleuses que les archéologues connaissent bien parce que aujourd'hui, ça permet de compléter le lacunaire et de reconstituer le détruit. Et ça, je crois que ce sont des éléments tout à fait essentiels. Aujourd'hui, on en est venu à cette procédure d'anastylose numérique. Donc, on reconstitue des éléments. C'est particulièrement utile lorsqu'il y a des patrimoines qui ont été détruits. C'est le cas ici de l'exposition de l'Institut du monde arabe en 2019 sur les ruines de Mossoul, Palmyre, Alep et Leptis Magna, où il y avait cette sorte de recréation dans les salles sur des écrans projetés, des scènes actuelles, c'est-à-dire telle mosquée Al-Nouri, par exemple, à Mossoul, détruite, et puis la recomposition de cet édifice, et sur d'autres écrans, des images, des cartes postales documentant des états antérieurs, des années 50 ou autres. Voilà, je crois que ce sont là des choses tout à fait intéressantes. Alors, il y avait un autre jeu, mais dont je reparlerai plus tard, reconstituer aussi Notre-Dame, etc. Ce sont des possibilités tout à fait intéressantes. Et également, visiter des endroits qui sont désormais interdits au public pour des questions conservatoires. C'est le cas, par exemple, de tout un ensemble de sites que vous connaissez, et en particulier ici à Marseille, la grotte Cosquer. Mais c'est à travers un procédé finalement qui, là aussi, ne sort pas de rien, l'exposition immersive, qui a une très longue histoire. J'ai essayé de reprendre ici, depuis peut-être le musée des Petits Augustins à Paris, qui était le musée des monuments français, où Alexandre Lenoir essayait d'immerger le visiteur dans une ambiance particulière. Michelet disait, c'est au musée que j'ai reçu d'abord la vive impression de l'histoire, dans ce musée des monuments français. Je remplissais ces tombeaux de mon imagination.
hein. Donc on voit cette pratique exploratoire immersive dans d'autres spectacles, que ce soit les panoramas, les dioramas dans l'histoire. Et petite touche personnelle, cet aspect immersif, je crois qu'il est très important, ce n'est pas qu'un gadget. J'ai cité ici tout simplement la muséographie de la Vieille Charité. Quelqu'un disait hier que Marseille n'a pas de beau musée, je crois qu'on peut le dire le contraire. Je ne vous dis pas l'effet qu'avaient pour moi ces celles égyptiennes enfants. C'est une muséographie de 1989, donc une sorte de reconstitution de décor, peut-être qu'on jugerait un peu Disney en un sens, mais en même temps extrêmement bien faite, très sobre aussi dans la présentation, je crois, et qui donnait à voir finalement ces problématiques d'histoire quotidienne des Égyptiens, etc. Alors, donc, pratiques immersives anciennes, des pratiques immersives dont j'ai pris ici un exemple, 2016, c'était assez tôt. Les grottes de Mogao en Chine, ensemble de grottes avec des décorations très importantes pour l'histoire de l'art chinois, reconstituées avec l'aide de l'Institut Getty de conservation, puisqu'il y avait un programme de collaboration entre Chinois et Américains sur ces questions de préservation du site. Les grottes ne sont pas accessibles au public, mais il y a eu en 2016 cette double exposition. D'abord, une reconstitution réelle des grottes à Los Angeles, au Getty, des grottes qui ont été repeintes par des artistes chinois à l'identique, avec tout ce que permet aussi aujourd'hui les nouvelles techniques de report, entre guillemets. Et puis, à côté, les grottes, une grotte qui a été complètement numérisée et qui a été restituée, là, pour le coup, virtuellement. Je trouve cet exemple intéressant parce que, finalement, elle pose la question de la dimension sensible de l'expérience artistique que cherche à transmettre aussi l'historien de l'art, et parce qu'il me semble que ici, il y a une expérience esthétique, évidemment, de cette grotte repeinte par les artistes chinois, mais aussi dans ces grottes restituées, même si c'est d'un autre ordre sensible. Je crois qu'il y a à la fois cette perte de l'aura de l'œuvre et en même temps une nouvelle aura qui se forme, qui se formule. Je crois que c'est un élément assez intéressant. Il y a eu, alors j'ai pas eu l'occasion de visiter encore le dispositif de la grotte Cosquer, on m'en a dit de très grand bien. Donc des possibilités de connaître ce qui est désormais invisible. Il y a eu, il y a quelques mois, la même chose pour la grotte de Lascaux à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Et on a ici un outil qui est fondamental à la fois pour la pédagogie et pour le chercheur, puisque il a été dit, hein, donc on a un casque, on a un petit sac à dos avec l'ordinateur dans le dos pour créer ce logiciel. On s'engage avec un vrai guide, une personne réelle qui a le même accoutrement, qu'on va voir sous forme d'avatar numérique avec d'autres personnes qui font la visite avec vous. Et on s'engage dans ces grottes, on visualise cette localisation, cette topographie du site, et puis on peut aller pointer telle ou telle partie voilà, de tout ça. Je crois que le temps file, il faut peut-être que j'accélère. Voilà, donc des éléments qui sont tout à fait intéressants parce qu'on peut se retrouver dans un temps qui est beaucoup plus finalement long que le temps que ne le permettrait le lieu physique. Alors, j'ai pas le temps de discuter davantage, il y a beaucoup de choses possibles aujourd'hui. Des possibilités aussi de remonter le temps, de recréer les différentes périodes d'un lieu, tout simplement avec des tablettes numériques, avec aussi du vidéo mapping à Nîmes, par exemple, ces maps en 3D, ces cartes en 3D, et également, donc tout ça nous offre, je crois, des outils, recréation également des ateliers d'artistes, dans lesquels on peut bouger, on peut manipuler les éléments, et desquels aussi on peut retirer des notices, des explications complémentaires. Ce sont là des choses tout à fait intéressantes, d'autant plus que ces procédés s'appliquent aussi à l'échelle de l'œuvre, montrer les états de la restauration, par exemple, montrer les différentes couches. Là, c'était le cas de Courbet de l'atelier du peintre. Et puis, vous l'avez vécu plus récemment avec la Joconde à Marseille. Il y avait eu aussi une autre exposition au musée du Louvre. Voilà, alors, recontextualiser jusqu'à cette chose formidable que je vous cite parce qu'elle est peut-être moins connue. Une expérience, alors, qui là, pour le coup, est dans le champ de l'histoire, musée de l'Illinois, autour du musée de l'Holocauste, pour transmettre le témoignage des survivants de la Shoah. On sait bien qu'ils disparaissent,
pièces qui vont bientôt s'éteindre. Et à travers un procédé très avancé de reconstitution par hologramme de ces personnes. Donc elles ont été en fait enregistrées en vidéo pendant chacune près de 200 heures. On les a interrogées sur leur expérience de la Shoah, puisque ce sont des gens qui ont été déportés à Auschwitz, etc. Ils ont témoigné. Et le musée propose en fait deux choses. Il propose d'abord un film introductif pour les écoles, pour les enfants des écoles, et ensuite il propose de voir l'hologramme d'un des survivants. Ils n'interviennent pas tous, il y a un survivant qui intervient. Et en fait, cet hologramme va interagir avec le public va lui poser des questions sur cette expérience. C'est quelque chose de très très perfectionné parce qu'évidemment ils ont réfléchi à ce que ce soit le plus intelligent possible évidemment, mais aussi le plus respectueux de ces sujets compliqués. Et je crois qu'il y a là quelque chose, alors ici on comprend bien, hein, mais pour la suite, pour nous, moi je repense à ça en me disant, est-ce qu'aujourd'hui, dans cette question d'archivage des artistes du temps présent, est-ce que pour demain on ne pourra pas transmettre aussi la vie, je sais pas, dans Jean Nouvel ou sur sa pratique de l'architecture, etc. Alors après, comment est-ce que ça sera pérenne dans le temps, ces supports, ça c'est une autre question, mais ça ouvre, je crois, beaucoup de possibilités pédagogiques et tout simplement de recherche en histoire de l'art. Dernière expérience, et puis je terminerai sur 2-3 petites remarques rapides. Quelque chose qui est en cours en ce moment à Paris, l'Horizon de Khéops. J'ai cru que c'était quelque chose d'assez distrayant et d'assez, du côté vraiment du spectacle grand public, ce que c'est, effectivement. Donc on est dans cet espace immense, une nef avec un casque sur les yeux et effectivement un sac à dos. Et c'est quelque chose de très avancé par rapport à ce qu'on a vu. Et ce que je voulais signaler, c'est que tout ça évolue extrêmement rapidement. Ça a été fait d'abord à partir d'une première reconstitution de la pyramide de Khéops dans laquelle les archéologues ont essayé par différents procédés numériques de permettre un accès, une visite virtuelle, donc très avancée. Et en fait, aujourd'hui, 2 ans après cette première expérience qui avait été exposée à la Cité de l'Architecture, ça avait eu beaucoup de succès public, ils ont eu d'argent pour continuer et ils en ont fait quelque chose de tout à fait extraordinaire parce qu'effectivement, on rentre dans la pyramide. Il se trouve que j'ai eu la chance de visiter le site réel. C'est assez frappant, c'est-à-dire on voit vraiment à 360 degrés le lieu comme il est. Surtout, on peut faire des choses qu'on ne peut pas faire en vrai, on peut monter sur la pyramide et de manière extraordinaire, on peut voir une restitution à la fois du paysage avec une forme de localisation précise des différents lieux, c'est-à-dire le temple, la barque solaire qui servait en fait au processus d'enterrement du pharaon. Donc tout ce site dans les vestiges archéologiques actuels, avec la ville du Caire actuelle, tentaculaire, mais on voit aussi, on remonte le temps et cet outil-là permet de visualiser en fait le Nil tel qu'il était placé à cette époque-là, au moment de la construction de la pyramide de Khéops. Et ensuite, on fait un voyage, ça je dois dire très poétique, mais peut-être un petit peu moins pédagogique sur la barque funéraire, mais on peut bouger, on peut aller voir tous ces éléments-là. Et ensuite, on est projeté dans cet espace qui est celui du temple au moment de la momification du pharaon. Et en fait, on peut s'approcher de chaque objet, je dirais presque, on peut tourner autour de chacun des personnages. On peut imaginer, alors c'est pas encore le cas, et je crois que c'est vraiment en tant que... c'est une ressource à développer de manière particulièrement importante. On peut imaginer que l'enseignant ou le chercheur ou le curieux intéressé, ça dure 45 minutes aujourd'hui, on pourra en faire une expérience de 5 heures où on pourra avoir tout un ensemble d'éléments complémentaires qui se rajoutent. Alors, je vais m'arrêter là. J'ai encore une ou 2 minutes ? 1 minute, voilà. Évidemment, la question, c'est l'accessibilité. Ça coûte cher, c'est très compliqué à produire. Je crois qu'il faut se recentrer sur un petit nombre de programmes, avec sans doute aussi des choses à cibler. Je crois qu'il est extrêmement important d'arriver à mobiliser autour de ce type de projet des énergies très variées. Et en l'occurrence, tous ces acteurs aujourd'hui que les historiens
historiens de l'art connaissent mal, tous ces spécialistes du numérique, ces nouveaux métiers, architectes immersifs, designers d'expérience, producteurs transmédia, chefs de projet en numérique. Nous avons besoin de travailler avec toutes ces personnes-là, nous avons besoin de les intégrer dans nos formations d'histoire de l'art, parce que ce sont les métiers de demain pour nos étudiants, je crois. On parlait de question des débouchés, mais quand on voit le succès public, et puis les équipes, je ne vous dis pas, c'est 3 ans de travail, 30 personnes qui ont travaillé là-dessus, en collaboration avec des universitaires égyptologues d'Harvard, et je dirais qu'aujourd'hui, l'historien de l'art doit s'emparer de ces potentialités, non pas pour devancer ces spécialistes, mais pour dialoguer peut-être très en amont sur ces questions-là. Et donc, je terminerai, c'est vraiment ma toute dernière phrase, je crois que, à rebours un peu de la crise que nous connaissons en même temps un moment formidable, avec de nouvelles opportunités, avec leurs dangers aussi, je ne les néglige pas du tout, mais je me dis toujours... que penserait aujourd'hui Léonard de Vinci dans notre contexte? Que penserait Aby Warburg lorsqu'il a imaginé son album Mnémosyne? Je crois que nous avons beaucoup de chantiers à relever et je crois que c'est extrêmement stimulant, un peu angoissant sans doute, mais aussi très stimulant. Merci. Et excusez-moi d'avoir un peu débordé peut-être du temps imparti.